Merci Alexandre. Merci, bonjour à tous. Je vais sans doute être un petit peu en décalage par rapport aux préoccupations que vous avez, même si j'aurais pu aussi parler de l'open science et des infrastructures de recherche, parce que j'ai milité pour cela dans toute ma carrière. Et donc, je suis vraiment ravi des évolutions actuelles. Mais en l'occurrence ici, le pas de côté que je le fais, moi, par rapport au thème du partage des données de la recherche, le premier pas de côté, il est que je travaille plutôt là, je vais vous parler plutôt des données pour la recherche, donc pas des données de la recherche. Effectivement, comment est-ce qu'on travaille à partir de sources disponibles et créées, des rendus disponibles par les systèmes numériques. Et le deuxième point, c'est l'idée de partage lui-même, qui en réalité, dans la façon dont je vais, dans ce que je vais aborder, va montrer surtout qu'on ne peut pas considérer ces données comme seulement des données, mais comme on dit souvent avec Bruno Latour, des obtenues, et que si elles sont obtenues, elles sont largement dépendantes de points de vue. C'est un mot ordinaire pour dire paradigme, mais c'est effectivement de point de vue. Donc c'est dans ce sens-là que ce qui change aussi, c'est la possibilité et l'émergence de nouveaux points de vue, ceci dans toutes les sciences d'ailleurs, et entre les sciences en plus. Alors mon argument, lui, sera en deux volets. Le premier sera sur la question de cette nouvelle époque pour les sciences sociales. Alors évidemment, ce ne sont que les sciences sociales, c'est un petit monde. Hein. Quand on est vraiment à l'échelle de l'activité scientifique, on apparaît vraiment tout petit. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est assez important pour les sociétés, pour l'ensemble de la réflexivité que ça génère en général. Et en plus, ne pas oublier aussi que à l'occasion du numérique, qu'on génère d'autres passerelles avec d'autres sciences de façon très intéressante. Ce qui m'importe ici, c'est de montrer à quel point il y a de nouvelles entités, de nouveaux objets liés aux nouveaux dispositifs de captation de données que nous pouvons mobiliser. Et donc on ne parle plus de la même chose seulement, c'est autre chose qui est possible. Et puis mon deuxième argument sera autour du rôle des plateformes commerciales, des plateformes des grands groupes qui fonctionnent sur la base de ces données et qui sont constitutives du capitalisme financier numérique, et qu'il est important de comprendre, y compris pour comprendre le mouvement sur l'open science dans ce cadre-là et les enjeux que ça représente et les enjeux, y compris conflictuels, que ça constitue. Alors, mon souci, effectivement, ce sera plutôt de parler d'abord de cette quantification, en m'inscrivant bien entendu dans la lignée d'Alain Desrosières, dont je recommande évidemment la lecture sans mesure du tout, c'est le cas de dire. Ce qui est important, c'est que précisément, bien souvent quand on parle de l'informatique, et puis les spécialistes de l'histoire de l'informatique comme Alexandre Auxerre, effectivement, ont l'occasion de le faire très souvent, c'est vrai qu'on va pouvoir parler de réseau, on va pouvoir parler d'hypertexte ou de choses comme ça, selon les phases que l'on examine. Et puis, il va quasiment de soi qu'il s'agit de calcul. Or, précisément, c'est ça qui est important de ne pas oublier. Et nous sommes dans une époque où ce n'est plus seulement une forme d'infrastructure allant de soi pour générer du réseau, de l'hypertexte, etc. Mais c'est précisément là où on rentre clairement dans une transformation de la façon de calculer. Et c'est cela qui m'importe de mettre en évidence. Alors, c'est important du point de vue de l'informatique, c'est important du point de vue de toutes les sciences en général, mais c'est important aussi du point de vue politique, puisque la quantification n'est pas seulement un enjeu technique ou un enjeu scientifique, c'est aussi la source même de la constitution des États et de la souveraineté. C'est pour ça que j'ai mis une photo du nilomètre effectivement, qui permettait de calculer les impôts en Égypte, par exemple. Alors désormais, nous sommes dans une phase où des traces nativement digitales sont disponibles massivement. Est-ce que ce sont des données de la recherche ou pour la recherche? C'est ça précisément l'intérêt. Comment est-ce qu'on s'associe, où on récupère, on travaille ces données-là, et la difficulté, y compris à construire des infrastructures de recherche dans un contexte où ça prolifère, mérite d'être soulignée, et c'est là-dessus que je terminerai. Mais pour commencer, je voudrais seulement insister sur le fait que... sur le fait que nous avons, et je vais beaucoup travailler avec des tableaux, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire tous les tableaux, vous pourrez les avoir ensuite en présentation. Ce qui m'importe, c'est surtout, parce que les formats sémiotiques aident à penser, hein, les graphes aident à penser, mais les tableaux, les listes, tout ça, on sait très bien que c'est des choses qui aident à penser, et en information scientifique et technique, on le sait bien. Eh bien, le tableau que je vais faire, effectivement, le premier, c'est de
restituer de façon très très sommaire ces histoires modernes, évidemment, de la quantification qui permettent de voir à quel point nous sommes passés d'un objet différent à un autre du point de vue des sciences sociales. Le premier, c'est de reconnaître que, y compris au moment où Durkheim produit ses énoncés sur le rôle de la société, eh bien, sur le statut de la société, c'est grâce aussi au fait que nous avons des recensements qui sont disponibles et qui sont techniquement fiables grâce notamment aux machines de Hollerith qui sont au même moment développées pour le recensement de 1890 aux États-Unis puis qui donneront IBM par la suite. Donc on a là quelque chose qui constitue une infrastructure qui peut être utilisée par la recherche mais qui, comme vous le voyez, est aussi utilisée par les États au départ. Vous voyez bien un petit peu cette ambivalence qui va être permanente dans la collecte des données. Et bien entendu, l'avantage de cette technologie-là, et qui demande d'ailleurs l'effort considérable que ça représente pour des États, c'est qu'on aboutit à l'idée d'une exhaustivité, d'un tout. On a l'impression de tenir ce tout du social entre les fiches perforées qu'on pouvait utiliser à l'époque. Mais ce n'est pas la même chose que la deuxième phase qui est introduite avec Gallup au moment avec le polling, avec tout le développement des sondages, où là on n'est plus seulement dans l'idée d'exhaustivité, mais on admet, ce qui était un forçage du point de vue des statisticiens, on admet qu'il y a une forme de représentativité dès lors qu'on produit des échantillonnages à partir d'une population de référence, en l'occurrence, qui suppose donc quelque part de l'exhaustivité. Donc ce moment-là, il est historiquement intéressant parce qu'il fait émerger une autre entité. Vous voyez que ce n'est pas seulement des dispositifs ou juste un affinement de la technologie statistique, on finit par faire exister quelque chose comme l'opinion. On a pu avoir des textes, on a pu avoir l'idée qu'il y avait des opinions, voire même une opinion, mais en réalité, là, on a le dispositif qui va la faire exister, qui va la collecter, qui va la traiter et qui va pouvoir lui donner une forme d'autonomie. Et que ce n'est pas la société, ce n'est pas la même chose, puisqu'on sait très bien qu'elle c'est fondé sur des échantillonnages d'une part, et ça ne traite plus de la même chose puisqu'on demande des avis, par exemple, et le dispositif de recueil des données est tout à fait différent. Et ça suppose une autre technologie, c'est-à-dire la radio, parce que c'est ça qui constitue un public nationalisé, enfin national, je veux dire à l'échelle nationale, au niveau des États-Unis notamment, et aussi le téléphone ensuite pour pouvoir remonter dans des temps raisonnables, effectivement, une activité de calcul de ce type. Donc là, on a d'autres instituts, on a d'autres entités. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'époque à laquelle nous sommes ne fait pas table rase, bien entendu, de ce qui existe et des recensements ou des sondages, mais que nous sommes dans une phase qui introduit non seulement de nouvelles technologies, non seulement de nouveaux opérateurs, mais aussi de nouvelles entités. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que la collecte des données, ce n'est pas seulement de rassembler ce qui existe, c'est aussi faire exister un certain nombre d'entités. Et c'est là où l'activité des chercheurs doit être dans toute la boucle et le questionnement de tous ces dispositifs-là est très important. Donc, effectivement, je parle, moi, de réplication, c'est le terme scientifique que je voudrais donner à cela, mais en réalité, on parle plutôt de collecte de traces, par exemple, qui sont disponibles en masse et qui sont calculables parce que nous avons les capacités de calcul de tout cela, d'une part, parce qu'on a un contexte technologique qui le permet, avec les réseaux, l'Internet, le web, etc., mais aussi des méthodes de calcul et des méthodes, effectivement, comme le machine learning, qui nous permettent de nous fonder, non pas sur de l'exhaustivité, ni même sur de l'échantillonnage, mais de produire de l'apprentissage à partir d'un nombre d'exemples plus ou moins importants, d'ailleurs. Et donc, on est là dans un contexte où on n'en a plus affaire aux mêmes entités, ce ne sont plus les États ni les masses médias qui sont la référence, mais les marques, puisque le web, l'ensemble de l'Internet, fonctionne massivement grâce à l'injection de financement via la publicité et via ces marques qui génèrent toutes les traces qui sont celles que l'on reçoit sur nos téléphones portables avec toutes les notifications que l'on peut recevoir. Donc vous voyez qu'ici, on a une mutation plus globale, je détaille ça bien entendu dans d'autres papiers. Ceux qui veulent une version plus foucaldienne de l'affaire diront effectivement que dans un cas, on pouvait discipliner les corps. Ensuite, on a été soucieux d'influencer les esprits et désormais, on contrôle les traces d'activité. Ce qui paraît un peu léger comme en contrôler, c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'apparemment, on ne fait pas grand-chose d'autre que rassembler, contrôler, etc., avec bien entendu des actions qui en suivent dans certains cas, comme avec les drones. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui donne une idée de la démesure du projet, qui contrôle et qui assemble des données pour un usage finalement dont on ne sait pas trop lequel il va être. Et ça, c'est un point, une mutation importante.
Alors, quand on reprend le détail de cette première génération, elle a un certain nombre de propriétés, y compris sur les critères techniques que je ne vais pas lister, mais de critères techniques de qualité des données que l'on connaît en statistique classique, sur la pertinence, la précision, l'actualité, l'accessibilité, la comparabilité ou la cohérence. Et évidemment, on est dans des logiques plutôt qui vont prétendre être explicatives, dans la mesure où on a le sentiment qu'on a accès à la totalité des variables sur lesquelles nous pouvons conduire nos calculs. On a une totalité en main. Dans la seconde génération, dans ce que... alors, évidemment, j'emploie le terme de génération, vous verrez que c'est un peu abusif d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vais le faire évoluer tout de suite. L'intérêt, c'est qu'effectivement, le critère décisif, ça a été d'introduire cet intervalle de confiance du point de vue de la qualité des données. Parce que sinon, effectivement, on pouvait... les statisticiens de l'époque étaient d'ailleurs très méfiants à cause de cela, même si le principe de l'intervalle de confiance avait été déjà énoncé avant ces années 30, il n'empêche que c'est là où ça se constitue comme dispositif. Ça devrait rester au cœur même de l'énoncé qu'on produit à partir de ces données-là. Vous savez très bien que dans les médias, on fait tout pour faire disparaître cette notion-là, ce qui est dommage parce qu'au bout du compte, on a une forme de positivisme des résultats des sondages, alors que les critères de qualité, malgré toutes les critiques qu'on peut faire autour des sondages, et c'est très facile de les faire, il n'empêche que c'est précisément ça qui a constitué une convention petit à petit entre non seulement les opérateurs de ces sondages, mais aussi l'ensemble du public qui finit par admettre qu'il existerait quelque chose de plus ou moins fiable, mais quand même qu'on finit par suivre, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on le dit. Donc on est passé aussi là à des corrélations, mais à des corrélations qui n'étaient pas vraiment très souvent prédictives, mais qui ont quelquefois des prétentions dans ce sens-là. Les formats sémiotiques sont différents, etc., mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dans la troisième génération, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'utilise déjà pas les mêmes formes de visualisation. Et vous voyez tous les problèmes de data vis que l'on a. Au Media Lab de Sciences Po, on a beaucoup travaillé là-dessus et on croule sur les difficultés, je veux dire, pour rendre compte des phénomènes qu'on a en main. C'est pas à cause du volume, certes, mais pas seulement à cause du volume. C'est-à-dire qu'on a effectivement d'autres données, d'autres entités que l'on manipule, qui vont être difficiles à gérer. Et les critères techniques de qualité des données qu'on identifie, ce sont celles qu'on attribue au big data. Le volume, la variété et la vélocité. Le volume étant une forme de substitut, j'allais dire, à l'exhaustivité, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'exhaustivité sur Internet, ça n'a pas, sauf dans les bases de données construites pour un effet bien précis, bien entendu. Mais quand on travaille sur le web, par exemple, on ne sait pas ce que c'est que l'exhaustivité, de la même façon qu'on ne sait pas ce que c'est que la représentativité, même si certains essayent de construire des protocoles pour avoir une forme de représentativité. Il n'empêche qu'à ce moment-là, on travaille plutôt sur de la variété, donc une variété suffisante. Donc, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez bien qu'on est dans le vague sur les qualités et sur les conventions que l'on doit construire pour ça, ce qui explique un peu cette prolifération de mesures, d'instituts qui vous donnent des rankings de toutes sortes, etc., et qui créent plus de confusion dans les esprits, y compris dans les esprits des entreprises qui achètent ces services-là quelquefois. Et donc la vélocité, en revanche, c'est un nouveau critère. C'est des choses qu'on ne connaissait pas dans les sciences sociales. Donc c'est une vélocité qui peut donner de la traçabilité, à la fois par la granularité, le fait qu'on peut accéder à l'ensemble de votre biographie en cherchant finement, et on récupère beaucoup d'éléments, de features, de propriétés, d'attributs de ce que vous êtes, et puis en même temps par le fait qu'on peut les suivre dans le temps et on peut suivre exactement l'ensemble des likes que vous faites ou des choses comme cela. Ça, c'est des choses nouvelles dont on n'avait pas l'équivalent technique auparavant. Évidemment, à ce moment-là, pour le machine learning, ça va être précisément la possibilité d'accumuler ces exemples-là, avec soit le moins possible d'exemples pour être performant, mais en même temps le plus pour être le plus fiable. Donc les corrélations prédictives deviennent une autre façon de penser. On a parlé de l'induction tout à l'heure, c'est cela qui est en jeu aussi là-dedans. Quelle est la part que l'on admet de cette induction? Est-ce qu'on est dans du data to model, comme on dit, à fond, ou est-ce qu'on a, parce que c'est quand même la réalité actuelle, c'est quand même beaucoup de model to data, on a toujours les modèles qui nous orientent dans la recherche des données. Cette discussion-là, elle est vraiment une évolution considérable dans la façon de faire de la science et ça demande précisément de construire des conventions. Il n'y a pas une qui est la religion à respecter dans ce sens-là. C'est un temps de travail. Et Desrosières l'a bien montré, comment on construit des conventions de quantification au fur et à mesure. Nous sommes en phase de construction des quantifications. Les équipements dont on a parlé précédemment contribuent à cela, à construire des conventions. Mais les conventions de qualité doivent aller aussi sur les propriétés de ces données-là et les propriétés des calculs et aussi les entités que l'on peut manipuler à partir de là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le phénomène de génération sur lequel j'ai travaillé pendant un moment, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était peut-être pas des phénomènes de génération. C'est-à-dire, il se trouvait que c'était successif dans le temps, mais qu'en réalité, c'était des approches standards en sciences sociales qui sont plutôt des points de vue. Et des points de vue qui sont en réalité assez classiques, qui ont fait l'objet de débats permanents dans l'activité scientifique. D'un côté, ceux qui font une approche en structure et qui vont donc chercher des positions et qui vont considérer que nous sommes dans un héritage, comme Bourdieu le fait, et a priori, ça c'est des choses qu'on considère comme valides, qui fonctionnent assez bien, qu'on peut assez bien démontrer. Ça n'invalide pas tout cela. Le fait d'avoir d'autres générations, c'est qu'en réalité, il y a d'autres points de vue. Un autre point de vue, c'est celui que j'appelle le marché, parce que c'est dans le modèle, dans les approches économiques qu'on l'a souvent développé, mais c'est celui qui traite des préférences, des choix rationnels, des décisions, etc., de la compétition, voire même de la théorie des jeux éventuellement. Et là, on a affaire évidemment plus tout à fait aux mêmes entités. C'est-à-dire qu'on est les agencies, c'est-à-dire ceux qui ont un pouvoir d'agir. Ce ne sont plus les collectifs ou la société, voire même les réseaux, parce que quelquefois on conçoit les réseaux comme des déterminants structurants des phénomènes que l'on observe, mais aussi là des individus, des acteurs stratèges, des gens qui influencent, etc., et sur lesquels on peut focaliser l'attention. Mais c'est plus du tout la même méthode de recherche, ce sont plus du tout les mêmes objets, et ça, il faut être très attentif à cela, même quand on travaille sur des données numériques et nativement numériques. Et donc, du coup, là, la question est plutôt celle de la décision et pas des positions, mais c'est plutôt comment se fait-il qu'on bascule à un moment en fonction de différents paramètres. Alors, dans la situation de l'émergence, eh bien, c'est le troisième. Là, c'est ça que je propose, c'est de considérer qu'actuellement, nous avons la possibilité de rendre opérationnelle une vision des sciences sociales qui existait déjà auparavant. Moi qui suis tardien, effectivement, je pourrais vous raconter des histoires à longueur d'heure, si vous voulez, sur comment Tard avait envisagé et avait pensé tout cela déjà. Il était statisticien, d'ailleurs, par ailleurs, mais il voyait bien l'écart qu'il y avait entre ces statistiques et les phénomènes qu'il essayait d'observer, qui consistaient à rendre compte de phénomènes de propagation, d'imitation, de petites différences, dans un sens très leibnizien, et à partir de là, il n'avait pas les outils pour cela. De mon point de vue, nous avons désormais les outils pour cela et nous pouvons du coup penser plutôt des phénomènes comme des événements, des situations d'incertitude, de chaos, de crise et de propagation. Et là, l'agency, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'agir, non plus de sujets individuels, non plus de structures comme la société, mais d'entités du type d'ondes et de diffusion et de messages qui circulent. Ça paraît un peu choquant quand on a une version très humaniste et centrée sujet des sciences sociales. En réalité, nous sommes aussi traversés, nous sommes aussi agis, autant agis que agissants. Et donc, c'est de ce point de vue qu'il faut rendre compte de ce que les propriétés de ces entités permettent d'observer. Donc là, on est plutôt des phénomènes de propagation. Et l'intérêt, c'est que du coup, les acteurs humains, évidemment, ils changent de statut. Les héritiers de départ ou sujets déterminés, ils ne sont pas non plus des acteurs stratèges, ou comme on le faisait chez Crozier, par exemple, ils sont désormais des véhicules pour la propagation des mêmes. Donc la mémétique est une référence que je mobilise dans ce cadre-là, avec toutes les limites qu'elle peut avoir, mais en attendant qu'il y a bien perçu un phénomène qui mérite d'être étudié. La différence est aussi, et ça rejoint des approches à la Brodel, si on veut, c'est qu'en réalité, nous avons effectivement des ondes, alors que nous travaillons sur des ondes longues dans la majeure partie des travaux en sciences sociales, puis aussi sur des cycles dans tout ce qui est lié à l'opinion, au marketing, etc., dans ces domaines-là. Et donc ce sont des cycles à moyen terme, de cycles électoraux ou cycles de mode, etc. Et bien ici, nous sommes dans des ondes à haute fréquence, si vous voyez à quoi je fais référence, dans le monde dans lequel nous vivons, qu'on appelle quelquefois le buzz. Et bien effectivement, nous sommes sous pression et sous agitation de ces ondes qui nous traversent et qui font des notifications et qui créent des phénomènes nouveaux qui n'invalident pas les autres, bien entendu, qui sont d'un autre ordre et qui obéissent, qui doivent justifier d'un autre compte-rendu. Alors du coup, y compris en troisième génération, et là ça va me permettre de faire la transition, mais mon deuxième point, c'est qu'on pourrait, du point de vue des firmes, il existe déjà des dispositifs de collecte et des dispositifs d'analyse, que sont le social listening notamment, et où on travaille beaucoup plutôt sur la réputation. La question centrale, c'est la réputation, et ce sont les marques, ces communautés, etc. Et on fait du social listening et des community management. Mais en réalité, je pense que précisément pour les sciences sociales, de la même façon que pour l'État et les sciences sociales du départ, il a fallu avoir des approches spécifiques aux sciences sociales par rapport aux objectifs des États et aussi avoir des approches spécifiques de l'opinion par rapport aux approches des mass médias. Et bien là, c'est la même chose. Il va falloir construire les approches spécifiques qui sont celles des sciences sociales de cette troisième génération qui pourraient ne pas être complètement collées
à ce que les plateformes proposent ou diffusent. Et c'est à ce moment-là des réplications avec des mèmes et des contenus viraux. Et c'est ce sur quoi je travaille actuellement à l'EPFL, à construire un meme tracker. Il y en a déjà eu de construits. Il s'agit de les faire évoluer et de les fonder du point de vue des sciences sociales pour qu'ils ne soient pas seulement juste une mesure pour faire des jolis modèles, mais qui ne rendent pas compte réellement de l'enjeu sociétal qui est présent. Donc ce sont des ondes à haute fréquence. Alors, mon deuxième point, c'est précisément celui-là. Le problème, c'est que quand on travaille sur les données pour la recherche, on voit bien que nous sommes, comme on l'était pour les recensements, comme on l'est pour les sondages, parce que très souvent les instituts, y compris d'études politiques, sont obligés de travailler avec les sondages que créent les opérateurs de sondage, enfin les instituts de sondage, et bien là nous sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que nous avons, mais alors à une échelle considérable, parce que les traces sont en réalité captées par un oligopole de l'attention numérique. Les plateformes GAFA captent ces traces-là, c'est elles qui les captent parce qu'en même temps elles les génèrent. C'est leur dispositif, ils font générer des likes, qui font générer du ranking sur Google, etc. Donc tout ça, ce sont leurs propres dispositifs qui créent les indicateurs et qui, bien entendu, les mettent au premier rang pour les collecter. Mais ce sont eux aussi qui les commercialisent, parce qu'on voit bien que c'est dans une logique commerciale, ne jamais l'oublier, bien entendu, et c'est ce qui fait d'ailleurs leur toute puissance actuelle. Et puis, mais ce sont eux aussi qui les analysent, parce que précisément, ils ont désormais les puissances de calcul et les experts qui sont capables précisément d'en tirer, y compris des recherches à caractère scientifique, qui sont quelquefois publiés avec des chercheurs, quelquefois non, et quelquefois pas publiés du tout, le plus souvent d'ailleurs, et qui sont effectivement de très haut niveau. Et donc là, on a un complexe d'infériorité spontanée, j'allais dire, en tant que science sociale, parce qu'évidemment, on ne sait pas trop comment on va faire face à ces données qui pourtant sont le terreau même de la recherche, quoi. Alors il faut bien voir que le petit modèle que j'ai fait sur les premières, et deuxième et troisième générations, il se retrouve présent dans la division du travail qui existe entre deux couples d'entités de ces GAFA. Google et Facebook jouent un rôle particulier parce que leur objectif, c'est vraiment de devenir, moi je considère que pour vraiment résumer, c'est de devenir l'état civil numérique, si vous voulez. C'est-à-dire ceux qui vont être capables de se fonder sur des identifiants très précis et de façon différente, parce que ce n'est pas forcément les mêmes points d'entrée qu'ils ont, mais en attendant, ils sont en compétition pour cela. Ce n'est pas la même chose que que Apple et Amazon, qui, eux, sont partis des contenus, et sont partis, à partir de là, ont conçu une façon de cartographier, de repérer les préférences, les goûts, et du point de vue de la musique, des livres, de toute autre chose, puisque ça s'est étendu énormément, et donc de communautés d'un autre type. Donc de communautés qui sont arrêtées liées à des cycles d'opinion, etc. On est vraiment typiquement dans des infrastructures qui sont adaptées pour les secondes générations de sciences sociales. Et puis Twitter préfigure en réalité la troisième génération, même s'il n'a pas le poids qu'ont les autres, mais il y a une attention, une quasi-obsession de tout le monde autour de Twitter, y compris dans les computer science d'ailleurs, qui est assez fascinante, parce que précisément, on a là une entité qui capte la pulsation, qui la génère et qui la capte en même temps, et qui permettrait de travailler pour comprendre les réplications. Alors je pourrais rajouter maintenant Microsoft, qui lui n'était pas dans une logique de plateforme à l'époque, et qui, parce qu'il a racheté LinkedIn, et peut-être d'autres bientôt, parce qu'il a racheté LinkedIn, est en train de rentrer dans cette logique de plateforme. Parce que vous ne pourrez pas survivre dans ce monde des oligopoles, de l'oligopole numérique, si vous n'êtes pas une plateforme. Et donc c'est pour ça que LinkedIn, c'est important, même si c'est spécialisé dans le professionnel, c'est une ressource considérable pour eux de ce point de vue. Alors, si vous voulez, j'entre là, effectivement, dans une façon d'analyser le capitalisme financier numérique, et je dis bien financier numérique, et c'est ça qui me désole quelquefois, c'est-à-dire qu'on fait des sociétés de la connaissance, on parle du capitalisme cognitif, de choses comme cela. Moi, je considère qu'il faut vraiment être très près des données, là encore, et de comprendre comment, historiquement, nous avons une concordance de l'évolution de l'économie financiarisée et du numérique. Ça ne dit pas que l'un cause l'autre ou je ne sais pas quoi. Cela dit, l'économie financière sans le numérique, il n'y en a plus. Donc c'est important de le savoir. Sauf que vous voyez effectivement les effets considérables sur l'ensemble de l'économie financière, et on pourrait faire comme si ça n'existe pas du point de vue du numérique. Or, c'est cette alliance qui est importante et qui donne les formes que je viens d'évoquer à propos des plateformes. Et je dis du coup que ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas des méga-structures qui sont au-dessus de nous, dont on ne connaît rien. C'est qu'en réalité, nous en sommes les acteurs, nous en sommes les contributeurs, même dans ce qu'on appelle le digital label quelquefois. Et nos données, ce sont les nôtres que nous donnons, que nous proposons, que nous
laissons capter ou que nous refusons de capter, mais c'est pas toujours facile. Et donc voilà un petit peu le type d'économie libidinale au sens où ça touche nos propres désirs, ça touche nos croyances et nos désirs, selon une terminologie tardienne là aussi. Et ces deux politiques différentes, Google et Facebook, orientent nos croyances, orientent les crédibilités avec les hiérarchies d'autorité et de réputation, alors que du côté d'Apple, effectivement, et d'Amazon, on va déclencher des passions, des désirs et des désirabilités, et on travaille du coup sur les préférences et sur les goûts. La façon d'entrer en relation avec le public est assez différente. Google a toujours dit « don't be evil », et donc cette posture-là, elle est vraiment de « je fais votre bien, malgré vous y compris », en tissant tout le réseau qui va vous concerner, alors que Jobs a toujours dit, le public, on s'en fout, c'est nous qui avons les idées, et il suivra, et de fait, ça marche. Donc c'était quand même pas négligeable. Donc c'est nous qui aimons Apple, ils savent déclencher le fait que nous orientons nos propres pulsions dans ce sens. Donc je ne vais pas plus loin dans cette affaire, mais c'est pour vous montrer que c'est un dispositif de captation de données qui nous concerne jusqu'au plus précis, au plus petit point de nos activités quotidiennes, de nos désirs, de nos croyances et des communautés auxquelles nous participons. C'est donc ça, vraiment, c'est le point clé aussi dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on a une puissance de l'effet plateforme. Nous ne pouvons pas ignorer tous les dispositifs institutionnels qu'on a vus tout à l'heure, qui construisent des dispositifs, des architectures et des de données et des infrastructures de recherche, sans penser qu'il y a déjà des modèles qui existent et qui ont une tendance à vampiriser, je dirais, l'ensemble de l'activité des données et des puissances de calcul, y compris, qui sont ces plateformes. Et la plateforme étant ce dispositif qui permet d'agréger des offres et des demandes et de les générer, y compris, et de faire payer, sous un modèle de double versant, comme on dit, les uns et les autres selon des régimes différents. Et cela, c'est vraiment le capitalisme financier numérique. Ça pourrait être autrement. Il y a d'autres façons de faire. Il y en a énormément, des alternatives, non Wikipédia. Mais pour le moment, c'est ça aussi qui domine. Donc c'est important de se situer dans ce contexte-là pour bien comprendre qu'on ne vit pas dans un monde de pure science comme cela. Nous avons des forces très importantes qui sont là et qui nous touchent personnellement et qu'on ne peut pas oublier à chaque fois que l'on traite d'informations scientifiques, puisqu'y compris les chercheurs, ils googlisent tout un tas de choses, Google Scholar est là, etc. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On fait comme si ça n'existait pas. Ben non, nous sommes bien obligés de savoir d'où ça vient, pourquoi ça existe et quelles sont les politiques que nous pourrions adopter par rapport à cela. Ça va même au-delà, puisque ces firmes ont tendance à devenir souveraines, au sens à devenir une puissance politique qui discute d'égal à égal avec les États, sinon même en asymétrie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les États sont là pour suivre les politiques et essayer de se les concilier, comme on le voit dans les entretiens que les chefs d'État accordent au PDG de Google ou de Facebook, par exemple. Et donc là, on voit cette unification, y compris de standards de réseaux sociaux avec Facebook. Et les marques qui deviennent dominantes, ce sont des marques IT, des marques d'information et de télécommunications, qui sont dominantes, qui passent maintenant dans les premières, parce que précisément la plateforme génère une ouverture et fédère l'ensemble des demandes et des offres. Et puis en réalité, au bout d'un moment, c'est elle qui en tire profit pour sa propre réputation. Il faut bien le savoir. Donc nous sommes dans une économie d'opinion, dit André Orléans, une économie de spéculation certes, mais qui repose justement sur les anticipations des uns et des autres et sur l'attention qu'on est capable d'attirer, que ce soit chez les consommateurs ou chez les investisseurs, pardon. Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on a des domaines une stabilité du monde sur lequel nous avons construit tous nos repères, qui est beaucoup plus difficile à repérer, parce qu'y compris dans les données, ce sont eux qui génèrent les effets qu'il convient d'avoir par rapport à ces collectes et cet agrégat de données. C'est pour ça que j'ai créé effectivement ce séminaire et puis cette discussion sur les sciences sociales, sciences humaines et sociales de 3e génération. Et pour vous montrer comment ça touche directement la construction même des données et des objets, je vais terminer là-dessus, juste quelques exemples. Quand on travaille, y compris avec des données numériques, du point de vue d'une première génération, c'est-à-dire où on décrit des positions, eh bien on fait de la topologie du web dans les cartographies de controverse. Ça, c'est une qui est fameuse puisque c'est celle de Laser, Pentland et Barabasi, mais c'est des choses sur lesquelles on a travaillé beaucoup au Media Lab. Et vous voyez qu'on a des positions. C'est la même chose qu'on a fait nous. Voilà un travail qu'on fait sur le livre à partir de la communauté du livre numérique en France, le livre sur le web en France. Mais on voit qu'on génère des clusters, qu'on génère des positions, etc.
etc. Et on discute d'ailleurs ça dans un papier. On peut faire du suivi de communauté, c'est ce que fait Linkfluence, par exemple, une firme de social listening. Donc on a là des entités qu'on manipule qui sont des positions, des groupes, des entités sociales au sens assez classique de la sociologie. Vous voyez, même si on est en réalité, avec les problèmes d'ailleurs que ça pose, parce qu'un nœud étant supposé représenter un acteur, voire même une institution, c'est quelquefois très très douteux. Mais bon, par approximation, on dit que ça marche. De la même façon, même dans les domaines de propagation, on est capable d'identifier justement des structures, des patterns qui sont liés à ces questions de structure. Mais en revanche, en deuxième génération, on peut passer sur le rôle des influential, justement, sur le fait qu'on a des personnes qui sont détectées comme étant ceux qui propagent d'une autre et qui transforment l'état même du réseau et de la propagation. Là, évidemment, c'est une autre approche, ce sont les influenceurs. Et puis, ce sur quoi je travaille précisément, c'est plutôt des choses comme le meme tracker, en se disant que ça, c'est de la troisième génération, c'est-à-dire toutes ces données-là qui génèrent de la haute fréquence, qui génèrent de l'agrégat de citations dans le cas de la campagne Obama là, en 2008, qui avait été étudiée par Leskovec et Kleinberg, eh bien c'est précisément ce type d'approche que l'on a, avec le fait que c'est pas seulement viral, c'est-à-dire ça se transforme pas seulement de façon identique, ça se transforme, ça a de ce qu'on appelle effectivement ça fait de la dérivation, donc du point de vue informatique et traitement du langage, c'est très intéressant parce qu'on doit être capable de reconstituer ça. Mais vous voyez que les données qu'on construit, les modes de recueil, les types de sources que l'on a et les entités que l'on manipule ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous voyez que c'est ça qui est important dans cette affaire, c'est de bien voir comment toute la boucle doit se tenir du début à la fin avec une cohérence ou un alignement, comme on dit, des méthodes de travail. Et on a à ce moment-là des cycles de vie de mèmes, par exemple, qui peuvent être différents et testés avec des algorithmes différents. Donc voilà un petit peu, et la conclusion que je fais effectivement, c'est de dire, n'oublions pas que nous avons effectivement la science de nos outils, que les outils que l'on construit quand on construit des infrastructures de recherche peuvent générer des sciences différentes, à condition qu'on sache ce que l'on fait et qu'on discute, qu'il n'y ait pas d'évidence que ça va de soi, qu'on met les données de telle façon, etc. Toutes les discussions que l'on a là-dessus doivent être reliées au point de vue que l'on adopte, et à ce moment-là, on verra qu'on peut justement développer, ou y compris de nouvelles pistes de recherche scientifique, qui ne sont pas seulement la reproduction des modèles qui préexistaient. Merci de votre attention. Merci Dominique, je suis épaté parce que je n'ai pas du tout à faire la police horaire. Vous respectez parfaitement le timing. Merci pour cet exposé passionnant qui ouvre beaucoup de pistes de réflexion, qui fait peut-être un pas de côté effectivement, mais c'était tout à fait délibéré de notre part et on savait qu'en t'invitant, on allait parler aussi avoir un autre point de vue sur la question des données de recherche et voir l'impact des données, enfin comment les données transforment les sciences, vraiment les modèles scientifiques de l'intérieur. Alors avant la table ronde, donc on a 5 à 10 minutes à peu près de questions, donc à vous la parole. Il y a sûrement des questions dans la salle. Oui, il y a une question. Non, on vous apporte le micro parce que pour la captation, c'est important. Oui, bonjour. J'avais une question qui était tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit. Justement, vous avez parlé beaucoup des réseaux sociaux, enfin de Facebook, Twitter, etc. Pour le monde de la recherche, il y a aussi des réseaux sociaux particuliers comme ResearchGate ou Academia.edu. J'aurais voulu savoir s'il y a des études justement, enfin on a parlé de HAL précédemment. Moi j'ai souvenir de discussions avec des chercheurs qui me disent je mets tous mes articles sur Academia.edu, mais je ne les mets pas forcément sur HAL, ou je n'ai pas l'habitude d'aller sur HAL, même s'il y a une archive académique, enfin s'il y a HAL pour l'université à laquelle il appartenait. J'aurais voulu savoir s'il y avait des études là-dessus sur justement statistiques éventuellement sur le poids des publications que l'on fait dans ces réseaux sociaux qui relèvent plutôt de structures privées, effectivement, ou dans des archives institutionnelles.
Alors, je ne suis pas forcément un spécialiste de ce domaine-là. En revanche, venant un peu aussi de la scientométrie et dans tout l'ensemble des études de sciences et techniques, si vous voulez, on est effectivement concerné par le fait que les références sur lesquelles on travaille ne sont plus seulement accessibles via des bases de données classiques, mais qu'elles peuvent désormais être dupliquées, répliquées et avoir des statuts éventuellement différents selon les entités qui les publient. Après, on peut avoir un point de vue politique, j'allais dire, délibéré par rapport à Academia. Effectivement, bon, je fais en sorte que justement de dissuader mes collègues de publier là-dessus, mais alors qu'il y a justement des archives ouvertes ailleurs. Mais il n'empêche que vous voyez que la tendance est lourde. C'est-à-dire qu'avec tout le réseau d'incitation, d'appels, etc., vous vous faites prendre dans des logiques de réseau social, entre guillemets, mais qui sont des logiques d'incitation à agglomérer les sources et donc à générer effectivement à partir de là un point de poinçage obligé, comme on dit, qui effectivement est totalement opaque du point de vue de la gestion par les chercheurs notamment. Donc ça, c'est quand même un point assez grave. Moi, je le vois du côté des MOOC aussi pour l'enseignement, etc. Il y a des positions à prendre, de mon point de vue. Quand on est dans une approche open science, on est obligé de prendre des positions. Alors, le chiffrer, l'observer, là, c'est le cas d'un centre de publication. Les réseaux, alors il y a beaucoup de travaux sur GitHub, etc. Par exemple, là, on connaît mieux tout ce qui est du côté des développeurs, la place de ces réseaux, là, effectivement. Pour ce qui est des réseaux scientifiques, des réseaux sociaux scientifiques, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus, je n'ai pas suivi ça assez près. Une remarque en plus, si vous voulez, vous savez quand même que désormais, il commence à y avoir une discussion dans le recrutement des personnels, dans le monde anglo-saxon surtout, qui consiste à dire est-ce que l'on doit prendre en compte l'activité sur les réseaux sociaux des chercheurs que l'on recrute, enfin, des chercheurs ou des enseignants qu'on recrute. Et donc, les gens sont un peu ambivalents, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas, mais en même temps c'est difficile à normer, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques de discussion et de validation des énoncés que dans une publication académique, bien entendu. Donc là, on est en train de basculer. Il y a des discussions dans tout un tas de comités de recrutement et dans des communautés scientifiques, américaines notamment, mais qui disent qu'on ne peut plus complètement ignorer ça, parce qu'y compris, il y a des chercheurs qui passent beaucoup de temps, parce qu'ils ont un blog éventuellement, mais plus largement parce qu'ils sont actifs sur une thématique donnée et qui sont visibles. Est-ce que ça doit être reconnu? Alors, quand on voit que là, tous les domaines qui étaient bien circonscrits, parce que c'était ça l'avantage de la communauté scientifique, et du point de vue du calcul, c'était pareil, tout était bien normé, tout était, on sait, pour l'information scientifique et technique, grâce aux professionnels de l'information scientifique et technique, on était capable de faire tous les calculs, les articles, les institutions, les citations, tout ça, c'était impeccable, c'était vraiment le confort. Le problème, c'est que là, on est en train de passer dans des domaines où on ne sait plus ce qu'on va mesurer et comment est-ce qu'on va être capable de les agréger et d'en faire un portrait un peu hybride du chercheur en publiant, mais en publiant, y compris sur Facebook, par exemple. Bonjour. J'avais une question. On est bien conscient tous ici qu'il y a une très forte majorité de la population qui s'inscrit dans ces réseaux que vous étudiez, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous considérez qu'il reste quand même une frange de la population qui est exclue de ces réseaux, qui est donc non visible dans les mouvements que vous étudiez? Et est-ce qu'on peut encore les prendre en compte? Et comment est-ce que on considère encore ce reste de population? Bien, là, vous posez une question typique de la première génération de sciences sociales, qui consiste à dire quelle exhaustivité et quelle représentativité. Alors moi, là, j'ai une position assez ferme là-dessus, en disant si vous entrez dans le web, abandonnez tout espoir d'exhaustivité et de représentativité. Bon, terminé. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé d'inventer d'autres critères. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des critères, mais si vous voulez, vous ne pouvez plus les déduire. Donc vous avez complètement raison de dire, quand mes collègues de Computer Science, mais aussi les sciences sociales, travaillent sur Twitter, on nous dit, regardez, ça fait que 300 millions d'abonnés. Bon, ça fait 300 millions quand même, mais ils ne sont pas forcément actifs. Mais c'est quand même, évidemment, une population très particulière qui n'est pas...
Mais le problème n'est plus celui-là, puisque précisément, vous travaillez sous contrainte de plateforme, c'est-à-dire sous contrainte des formats et d'accessibilité à des données qui sont produites par ce type de plateforme et de réseau qui est créé. Donc, les limites de validité de ce type-là, il va falloir les énoncer, il va falloir les travailler et dire qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut dire quelque chose. Les phénomènes de cascade, comme j'évoquais là, ils peuvent très bien, si vous travaillez seulement sur Twitter, j'évite de travailler seulement sur Twitter, mais si vous travaillez seulement sur Twitter, ils vont dire un certain nombre de choses, mais que vous ne pourrez bien évidemment pas généraliser ailleurs ou en tirer des leçons sur l'état de l'opinion, ce qui est une grosse bêtise. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin entier pour démolir toute l'offre commerciale d'opinion mining, qui est une arnaque à 80%, parce que évidemment, on vous fait croire que c'est de la mesure de l'opinion. On peut critiquer les sondages tant qu'on veut, oui, d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de critères et normalement, quand on a accès aux données primaires, et pas seulement ce qui est publié dans la presse, on doit être capable de reconstituer le mode d'échantillonnage et un certain nombre de principes de validation de cela. Discutable, certes, mais au moins on sait d'où ça vient. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, dans les environnements numériques que l'on évoque, où effectivement, on ramasse ce qu'on peut, parce que je ne vous dis pas le nombre de contraintes, de limites et de choix qui doivent être faits et qu'on passe sous le tapis allègrement, parce que sinon on n'arrivera pas à calculer. Donc, à partir de là, il faut vraiment faire son deuil de cela, mais pas dire pour autant que du coup ça ne vaut rien. C'est-à-dire que ça vaut quelque chose, mais on est encore dans la phase où on délimite cela. Ça a été la même chose pour l'échantillonnage. Les gens disaient non, ça ne vaut rien votre truc, il faut l'exhaustivité, il faut d'autres méthodes, etc. Donc il y a eu un grand débat là-dessus au tournant des années 30. Et en réalité, après on a réussi à construire une convention, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on s'entend pour donner les limites de validité. Donc c'est scientifique, c'est pas scientifique. Les sciences, c'est aussi une affaire de convention. C'est tout. Donc on s'entend et à partir de ce moment-là, on commence à construire de la connaissance qui va s'étalonner, qui va se discuter, qui va élaborer, qui va capitaliser avec les limites toujours présentes en tête, si vous voulez. Donc typiquement, les populations qui sont exclues, si vous voulez avoir un compte rendu, un accès à ces populations-là, il faut employer d'autres méthodes. Vous ne pouvez pas y accéder en réseau, par définition. Donc vous allez éventuellement les voir. Moi, j'ai fait une enquête sur les usages des portables dans le monde. Je peux vous dire, par exemple, ça, c'est une base de données intéressante, parce que quand il y a 2/3 de l'humanité qui est équipée en portable, ça change quand même en termes de représentativité. Et donc, c'est pas tout à fait les mêmes portables, mais quand vous allez extraire les données de tous ces portables-là, comme je l'ai fait dans 8 pays dans le monde, y compris au fin fond de l'Inde, vous voyez qu'effectivement, vous avez là quelque chose qui devient intéressant. Et vous voyez des parentés et des différences, certes, mais vous avez effectivement une esquisse de représentativité qui ne vaut rien sur le plan statistique, mais disons que la variété a été, vous avez fait l'effort de la construire, si vous voulez. Mais ça ne vaut pas plus que ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bases d'exhaustivité construites par les recensements tels qu'on les connaît, et qui servent, il faut bien le voir, de socle à toute une activité de quantification très diversifiée par ailleurs.